Salam alaikum Azul Fillaoun, bonjour. Regardez comment ils votent à l'unanimité, tout le monde. Hein. Regardez toutes ces mains levées. Il n'y en a pas une seule qui n'a pas été levée a priori. L'Algérie, l'argent, ça sent bon. L'Algérie, ça pue bon. L'Algérie, l'argent, ça nie bon. En Algérie, du temps juste après l'indépendance, quand presque tout le monde était pauvre, la vieille bourgeoisie algérienne, naturellement pudique, déployait des montagnes d'ingéniosité pour ne pas trop montrer ses biens et encore moins en faire étalage. Dans les années boumediennes, l'argent se cachait littéralement. Il n'en existait pas moins, mais il était honteux. L'exposer pouvait même vous valoir de sérieux ennuis. Il fallait le cacher au peuple, au bon peuple. Curieusement, en ces temps de socialisme de la parlotte, les riches étaient les barons du régime, les apparatchiks du FLN, les officiers supérieurs de l'armée et tous ceux responsables politiques et militaires de haut rang qui avaient rejoint le régime. Parmi eux, malheureusement, d'authentiques révolutionnaires qui avaient compris le signal du régime de l'époque. Le rejoindre et jouir des délices de Capoue, ou s'y opposer et être liquidé, au mieux mourir dans l'exil, dans l'indifférence générale de leurs propres compatriotes à qui ils avaient pourtant tout donné. Donc, beaucoup parmi eux choisirent les délices des belles résidences secrètes, de l'opulence rentrée. Ce n'était pas le grand luxe, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas les ressources d'aujourd'hui, mais c'était tout de même exorbitant comparé à l'ordinaire des simples citoyens algériens. Pour les riches du régime de l'époque, c'était résidence de luxe, personnel de maison, conduites intérieures, coopératives secrètes, emplies de produits de luxe en tout genre, voyages à l'étranger, enveloppes discrètes en devises glissées par le fameux Finex et autres gourmandises. Mais ce luxe-là était tout ce qu'on veut, sauf ostentatoire. Il était même sournois, puisqu'il se cachait. Il est vrai que cela aurait fait un peu désordre de passer son temps à faire des discours sur le socialisme, la révolution agraire et tout le tout-team en même temps que d'exposer sa vie de nabab. Dans le bas peuple, celui qui n'avait comme vocation que d'applaudir aux grands révolutionnaires qui veillaient à son bonheur, le seul luxe permis était celui de pouvoir bénéficier du soutien des prix à la consommation pour les produits de première nécessité et de toucher des salaires et des primes de rendement sans vraiment travailler. Pour le reste, il fallait se contenter de rêver. Pour obtenir un simple frigidaire, il fallait faire une demande au wali et espérer être tiré au sort ou connaître une bonne relation qui avait ses entrées dans les sonakats et les souq al-billah de l'époque. Puis vint le temps de Chadli Rabbi Rahmo, où le citoyen ordinaire put avoir accès à de l'électroménager, pouvoir voyager à l'étranger sans demander l'autorisation de sortie, et même se permettre d'aller en Tunisie, au Maroc, pour acheter des lustres, des couvertures et des jeans. C'est à ce moment-là que certains grands malins comprirent ce que le statut de prête-nom ou d'associé à un baron du régime pouvait rapporter. Et c'est ainsi que de nombreuses grosses fortunes d'aujourd'hui ont commencé leur carrière. Presque toutes étaient des façades des grands barons du régime, qui n'osaient pas encore sortir de leur coquille de socialistes. Mais cela n'allait pas tarder. C'est après les ouvertures libérales chadliniennes, d'après 88, que l'argent commença à trôner du haut de sa morgue et de sa suffisance. Il faut dire aussi que les Algériens, trop longtemps sevrés de l'essentiel, emplis de rêves, de consommation débridée, comme ils en voyaient à la télévision quand ils arrivaient à capter les chaînes étrangères avec des paraboles qu'on tournait dans tous les sens. Ces Algériens-là commençaient à vouer à l'argent une sorte d'adulation, ou plutôt d'idolâtrie. Le veau d'or se vautrait de toute sa masse. Celui qui avait de l'argent ou qui avait du pouvoir, donc de l'argent aussi, forcément, avait été hissé non seulement au sommet de l'échelle sociale, mais surtout à celui des valeurs, au point où celui qui n'en avait pas n'était pas un qafz. La qfaza étant devenue la valeur
suprême en Algérie. La tragédie de la décennie rouge, plutôt que de ramener les mentalités à plus de retenue et plus de réserve, allait faire sauter toutes les digues, tous les verrous sociaux, tous les verrous mentaux, tous les verrous moraux, puisque ceux qui avaient interrompu le processus électoral, ceux-là même qui avaient instrumenté, diligenté et manipulé la violence et les massacres, en se faisant passer pour les sauveurs de la République, se mirent à piller presque ouvertement, en plein jour, le pays. Désormais, général était synonyme de milliardaire. Ils créèrent des pompes afriques en tout genre, des compagnies aériennes, des banques, des grands bureaux d'études, et ils firent surtout main basse sur tous les circuits d'importation, au point où ils ne se cachaient plus d'être Monsieur Blé, Monsieur Médicament, Monsieur Will, etc. Les riches, de quelque façon qu'ils aient acquis leurs immenses fortunes, ne se cachaient plus. Même ceux qui pouvaient justifier la provenance de l'argent, où ils nageaient littéralement comme de simples magistrats, par exemple, ne prenaient même pas la précaution de s'en cacher et construisaient leurs grandes bidonvillas en plein jour. L'ère des prête-noms était désormais révolue, sauf pour les trop grosses affaires. Qu'importe la couleur de l'argent, même si elle était rouge de sang, cela n'avait plus aucune forme d'importance. Ce qui comptait, c'était d'en avoir. Le reste ne comptait pas. Certains poussaient même la farce jusqu'à accomplir le pèlerinage de la Mecque avec de l'argent pourri, l'argent de la corruption. L'argent trônait désormais au sommet du minaret et s'érigeait en rectus de mépris sur la mine des nouveaux riches. Parce qu'ils sont tous comme ça, les nouveaux riches. Ils se croient obligés de se faire cette grimace-là, comme ça. Avec l'arrivée de Bouteflika et l'explosion des prix des hydrocarbures, l'Algérie allait entrer dans une phase de pure folie. Les barons du régime étaient devenus des gloutons insatiables. Ils ne prélevaient plus de commissions relativement acceptables. Ils pillaient le pays, à qui mieux. Plusieurs, parmi eux, étaient devenus des milliardaires en dollars. L'intensité de la prédation était telle que des abcès se mirent à éclater un peu partout, tout le temps. Les scandales se mirent à foisonner, à pulluler, à fourmiller, au point où leur nombre et leurs outrances en furent banalisés, au point où cela ne posait même plus de questions, où les articles de presse qui ont parlé n'étaient même plus lus. Trop de scandales avaient tué le scandale. Les Algériens étaient désormais vaccinés contre les turpitudes, contre la corruption, contre les détournements, contre l'utilisation des institutions de l'État et des lois pour fabriquer des fortunes sur mesure. Au point où, les Algériens ne levèrent même pas un sourcil lorsqu'ils apprirent que le secrétaire général de l'emblématrix FLN avait acquis une résidence de luxe à Neuilly-sur-Seine, qu'il avait monté une affaire commerciale dans le même quartier et qu'il avait un titre de séjour de travailleur émigré. Ils s'en foutaient. Tout était devenu normal. Et ainsi, de scandale en scandale, de proximité de l'argent sale avec le pouvoir illégitime et d'anesthésie sociale en mort clinique de toutes les institutions de l'Algérie, le pays, comme ça, mine de rien, était passé d'un pays socialiste à une entreprise familiale avant de devenir une sarle d'oligarques, y compris des oligarques d'autres nationalités. Avec l'élection de M. Ali Haddad à la tête du FCE dans les conditions que nous savons, avec une dizaine de ministres qui se pressaient dans la salle pour écouter et applaudir le discours de clôture d'une farce qui se disait campagne électorale, avec l'élection de ce multimilliardaire sorti tout droit des plis du régime et qui entretient des relations très privilégiées avec le vrai patron du pays, c'est quasiment l'annonce qu'un plan de bataille, qui n'a pas encore dit ses objectifs, qui ne les a pas dit mais qui n'en sont pas moins connus, puisqu'il ne vise rien de moins que la prise totale du pouvoir par un clan qui a décidé de sortir du bois. Aujourd'hui, Al-Watan. L'argent investi dans le pouvoir. Ensuite, TSA. Sur les réseaux sociaux, Ali Haddad fait mieux que Boutef. Et Algérie 360, Ali Haddad, à l'issue de son élection, j'ouvre les guillemets, je suis blindé, je n'ai peur de
personne. Avec nous aujourd'hui, Mourad Ouchichi, universitaire à Bjaya, et Yassine Mahibahi, médecin et analyste politique. Mourad Ouchichi, merci de nous avoir rejoints. Bonjour. Bonjour Mourad. Alors, cette élection de monsieur, on doit l'appeler comme ça de toute façon, de monsieur Ali Haddad, qu'est-ce que ça vous inspire? Voilà, c'est le résultat, c'est une évolution naturelle en fait. Le régime ne s'appuie plus sur la force brute comme c'était le cas dans les années 70 ou les années 80, uniquement sur la force brute, mais désormais sur les nouveaux riches et je vous remercie d'avoir, j'ai entendu l'introduction, vous avez très bien résumé l'évolution du régime politique algérien. Merci. Et que dès que, et c'est une constante en fait dans ce pays, dès que la rente pétrolière, dès que les prix internationaux des hydrocarbures augmentent, il y a élargissement du cercle de la rente et désormais, effectivement, Haddad est la figure emblématique, entre guillemets, de ces nouveaux riches qui ne se soucient même pas des formes et qui vous montrent que, voilà, on est milliardaire, on est en droit de gouverner ce pays. Ceci étant dit, il faut peut-être dire un mot sur la manière dont ces gens sont devenus milliardaires et dont ils sont devenus influents et presque déterminent les politiques, la politique économique du pays. Vous l'avez très bien souligné aussi que même dans les années 70, il ne faut pas se mentir, l'argent a toujours été déterminant. Nous nous rappelons tous du cercle de Zeggar. Oui. Zeggar qui était l'homme de Boumedienne. L'homme fort de Boumedienne, son représentant officieux auprès des Américains, entre autres, et qui avait lancé Bossoff dans les affaires. Oui, parce qu'on a tendance à dire que la période des années 70, il n'y avait pas de corruption, c'était le socialisme parfait, mais c'était le socialisme de discours, il n'y a rien de tout cela. Et effectivement, dans les années 70, on a attribué des licences pour, entre guillemets, les anciens moudjahidines ou tous ceux qui sont engagés à ne pas rentrer dans une concurrence avec Boumedienne ou avec ses commissaires politiques et les Mohafaf de l'époque. Il y avait de l'argent qui circulait. Les commissions sur les marchés publics des années 70, c'est très connu. Exact. C'est une tendance qui s'est accentuée, du moins c'est érigée. Mais Mourad, c'était un argent qui se cachait. Mourad Ouchichi. Tout simplement parce que les prix du pétrole venaient on a connu une augmentation fulgurante en 79 suite à révolution iranienne, donc à la perturbation du marché interne des hydrocarbures. Donc c'est la monopolisation du pouvoir en fait et l'utilisation des ressources économiques à des fins pour remplacer, pour substituer une base, pour avoir une base sociale au lieu d'une base électorale. Donc la monopolisation des ressources, la distribution discrétionnaire et politique des ressources au niveau de la société, ça a été toujours le cas. Bon, maintenant, c'est devenu flagrant. Surtout durant le règne de Bouteflika. Restez avec nous, Mourad. Nous allons revenir vers vous dans un petit moment. Docteur Yassine Mahibahi, merci de nous avoir rejoints. À l'invité avec nous d'Algérie. Pardon, je ne vous ai pas entendu, docteur Yassine Mahibahi. Je dis merci à vous, Jamel Din, et merci à l'invité. Merci beaucoup. Merci, il y a eu un petit décalage. Merci. Alors, comme le disait Mourad, l'argent a toujours été présent, de toute façon, dans les alentours du régime, sauf qu'ils sont cachés. Ils étaient honteux. Aujourd'hui, ils trônent sur le minaret et ne se cachent plus. Et à un point où maintenant, comme s'ils étaient obligés de le faire, l'élection de Ali Haddad à la tête du FCE, ils ont ramené 10 ministres. 10 ministres pour le discours de clôture qui applaudissaient à tout rompre. Et qu'est-ce que ça annonce pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça prépare, tout ça? Écoutez, comme disait Voltaire, quand il s'agit d'argent, tout le monde a la même religion. Voilà. C'est bien dit, ça. C'est vrai. Voilà, quand il s'agit d'argent, tout le monde a la même religion. Je pense que l'élection de Ali Haddad, déjà, il faut savoir, il faut pas avoir. J'ai toujours dit qu'il faut essayer d'analyser la situation, ne pas avoir la mémoire courte, connaître qui est Ali Haddad, comment est-il arrivé à ce forum des chefs d'entreprise après la démission, d'abord avant Reda Hamiani, la démission d'Issaad Rebrad.
parce qu'en fait, toutes ces batailles, je vais m'exprimer un petit peu en langue arabe, enfin pour une fois, si tu permets, j'aimerais dire. Il n'y a pas de problème. La bataille au niveau des patrons, peut-être pendant l'élection du président pour le 4e mandat. Ouais. Il y avait un clan des patrons qui étaient pro-Benflis et qui ont payé cher leur soutien à Ali Benflis. Je vais essayer de me rappeler d'un certain, je ne sais pas si Mourad est d'accord avec moi. Oui. Yassine? Ah, on l'a perdu. Mourad, en attendant que nous retrouvions Yassine Mahibahi, à votre avis, alors, il y a deux thèses qui circulent. Les uns disent que le clan s'apprête à sortir du bois. Ça veut dire annoncer la candidature de Saïd Bouteflika pour remplacer son frère parce que la comédie ne peut plus durer, la farce est devenue trop grosse et même la France n'est plus d'accord avec le scénario, ça devient trop rigolo, ça devient trop ridicule. Donc Saïd Bouteflika aurait besoin d'un FCE puissant avec un homme très proche de lui à la tête du patronat algérien. Il y a cette thèse. L'autre thèse dit que Saïd Bouteflika ne veut pas se mettre en avant-plan, mais il veut quelqu'un à qui il fasse une totale confiance et qu'il serait possible qu'il soit en train de préparer Ali Haddad comme futur chef de l'État. À votre avis? C'était certain. C'était tous ceux qui se sont enrichis durant cette période, et je l'avais dit illégalement, bien sûr, c'est naturel. Donc, il y a des centaines de milliardaires qui sont apparus grâce au marché public, comme je l'avais dit, grâce au monopole politique exclusif sur les richesses nationales, grâce à des procédés qui sont... Et aussi l'existence d'un pouvoir informel au-delà et au-dessus des institutions. Et ceux qui ont utilisé les institutions de l'État et l'argent public, donc une sorte de transfert massif de l'argent public vers le privé, essayent de maintenir une peur bleue de l'après-Bouteflika. Et c'est la mort de Bouteflika parce qu'en fait, il garde en mémoire ce qui s'était passé justement avec le gars. Peut-être beaucoup ne le savent pas, c'est que juste après la disparition de Boumediene, la première victime c'était Zegad, donc Chedli avait s'était vengé contre lui. On sait ce qui s'est passé avec Khalifa aussi, donc où ces ambassadeurs qui ont été enrichis en Hongrie justement pour avoir du soutien politique ont été tout de suite victimes avec la fin d'arène et l'arrivée d'un... Mais à votre avis, la question que je vous ai posée, Mourad, la question que je vous ai posée, à votre avis. Oui, ça veut dire, est-ce que à quoi il va servir Ali Haddad? Il va devenir de ces milliardaires après la disparition de Bouteflika. Justement, Saïd Bouteflika étant jeune et qui peut perpétuer le pouvoir, je pense pour le deuxième scénario en fait, et ça passe un comme nouveau président jeune. Il y a un problème avec le téléphone. Il y a un problème avec le téléphone. On va reprendre Yassine Mahibahi en attendant de régler ce problème de téléphone. Yassine Mahibahi, on s'excuse, on a été coupé. Je viens de poser une question claire et directe à Mourad. J'aimerais que vous y répondiez si c'est possible. Alors, il y a deux thèses qui circulent. Il y a la thèse qui dit qu'on est en train de préparer le clan pour qu'il sorte du bois. Ça veut dire que les vrais patrons de l'Algérie, dont Saïd est à la tête, Saïd Bouteflika, la farce actuelle de Bouteflika Abdelaziz comme vitrine ne passe plus. Il faut que Saïd Bouteflika devienne chef de l'État ouvertement. Il y a cette thèse, et donc il aurait besoin d'un patronat très fort pour le soutenir, en plus de l'armée, en plus des autres relais, FLN, RND, etc. Et il y a une autre thèse qui dit que non, Saïd Bouteflika ne veut pas s'exposer en première ligne, mais qu'il veut quelqu'un à qui il a une totale confiance et dont il veut faire une personnalité présidentielle et qui serait Monsieur Ali Haddad. À votre avis? Ni l'une ni l'autre. Je pense que l'environnement des affaires en général en Algérie est exécrable. Et les patrons, de toute façon, le patronat sont devenus proches, sont très proches du clan présidentiel. Et donc, c'est eux maintenant, enfin, ils font partie des décideurs. Donc, ni l'une ni l'autre, pour moi, n'est une hypothèse plausible. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'actuel Ali Haddad, il a été bien entendu
élu par la bénédiction du clan présidentiel, après la démission de Reda Hamiani, après la démission avant de Reda Hamiani, il y avait le coup de gueule de Slim Othmani, parce qu'il faut connaître quand même certains patrons qui étaient assez influents au sein du FCE. Slim Othmani, je rappelle, c'était le patron de NCR Wiba, les jus de fruits qui a démissionné le 15 mars parce qu'il a toujours plaidé pour que le FCE reste à l'écart de la vie politique. Et puis après, il y a eu la démission de Issa Drbrab. Et j'étais en train de parler sur un truc très important. C'était par rapport à ces élections du 4e mandat, il y avait des problèmes flics. Je rappelle, il y avait 2 membres influents dans ce patronat. Omar Deshmi, qui était décédé, Allah rahmou, qui possédait la compagnie algérienne de banque, et Abdelghani Jarrar. Abdelghani Jarrar, c'était le patron de Tonic Emballage. Les 2, ils ont vu le sort s'acharner contre eux. La compagnie algérienne de banque a été liquidée par la Banque d'Algérie et Tonic Emballage a été nationalisé. Donc, je ne pense pas que l'hypothèse... C'est vrai que le fait de mettre Ali Haddad à la tête du FCE sert le clan présidentiel. Quand on voit qu'il y a 7 ministres qui applaudissent, qui assistent et qui participent à l'élection du patron du FCE, c'est quand même scandaleux. Donc nous sommes face à une voyoucratie dirigée, voilà, parce que c'est pour servir, encore une fois, le clan présidentiel. Donc, selon vous, oui, servir le clan présidentiel. Pourquoi? S'il n'y a pas une volonté de mettre en avant une dynamique nouvelle, ils n'ont pas besoin de patronat. Pas forcément préparé Ali Haddad pour une présidentielle, je ne crois pas. Mais Yassine Mahibahi, le patronat, qu'on le veuille ou non, c'est vrai qu'il est dans les cercles périphériques du pouvoir, jusqu'à présent. Ceux qui sont dans le premier cercle, ceux qui ont la réalité du pouvoir, c'est Saïd Bouteflika et des généraux du haut commandement, des généraux qui ont du pouvoir entre les mains. Mais le patronat, il est à la périphérie. Ils sont la clientèle ou parfois les parentèles de ceux qui sont dans le premier cercle. Mais si aujourd'hui il a besoin du patronat Saïd Bouteflika, il en a besoin pour quoi faire? Pour le soutenir, il a l'armée avec lui. Pourquoi ne pas envisager la possibilité de quelque chose qui se prépare et donc de la préparation de ce patronat comme une machine de guerre pour éventuellement rejoindre les autres relais tels que le JTA, le FLN, le RND, etc., qui pourraient battre campagne pour un candidat éventuel à la présidence dont on ne sait pas encore qui c'est. Parce que tout simplement, nous sommes face à un contexte économique déjà international extrêmement difficile. Et puis il y a une notion très importante en Algérie, c'est l'argent sale, shkara, oui, qui fait que le régime maintenant est en train de perdurer par le biais de ce phénomène pervers. C'est les affaires. Mais Yassine Mahibahi, maintenant il y a une grande question qui va s'imposer d'elle-même, qui va chambouler les données en présence, c'est la chute vertigineuse du prix du baril. Tous ces gens qui se disent capitaines d'industrie, mais qui en fait ne sont que de la bourgeoisie comprador, des rentiers, des gens qui font des affaires plus ou moins louches. Comment vont-ils faire pour se maintenir à flot sans la perfusion habituelle? De toutes les façons, ils sont en train de mettre leur argent dans les banques, dans les paradis fiscaux dans le monde. Tout le monde sait, tous les économistes, et même moi, je suis très très convaincu de l'hypothèse qu'avec la chute des prix du pétrole, la situation économique en Algérie va être désastreuse et on se dirige vers une explosion à ce niveau-là. Après, ces gens-là comment dirais-je, c'est-à-dire qui sont en train de maintenir un peu ce régime par le phénomène de la corruption, de l'argent sale, etc., on le sait très bien qu'ils sont en train de faire fuir leur argent, qu'ils sont en train de faire des affaires avec d'autres pays. Mais sur un plan intérieur économiquement, l'Algérie est dans une situation qui va aller vers un chaos. Maintenant, bien sûr, la question qui se pose aussi, c'est l'après Bouteflika. Comment que le régime va faire face? Parce que de toute façon, Bouteflika, à un moment donné, il va partir. Il ne va pas rester ad vitam aeternam. Donc, comment le régime va faire face à la situation après Bouteflika? Alors, et vous ne pensez pas que Saïd Bouteflika pourrait prendre la relève ouvertement? Je ne pense pas. Pourquoi vous ne pensez pas? Qu'est-ce qui pourrait l'en empêcher?
il ne peut pas prendre le pouvoir parce que même s'il est en train d'essayer par tous les moyens de mettre des gens à sa merci, comme le patronat, comme le FLN, etc. Mais je ne crois pas parce qu'il y a derrière quand même, bien que l'opposition est très faible, est assez faible, mais je pense qu'il y a une volonté quand même de cette opposition avec certains hommes quand même intègres et honnêtes qui veulent du changement. Mais Yassine Mahibahi, Saïd Bouteflika, ce n'est un secret pour aucun observateur sérieux, a le vrai pouvoir depuis 2005. C'est lui qui nomme, c'est lui qui dégomme, c'est lui qui distribue la rente. Personne ne bronche, personne n'a jamais élevé la voix, personne n'a haussé un sourcil. Pourquoi il serait pas d'accord pour qu'il devienne le président visible, puisqu'il est en ce moment le président invisible? Quelle est la... Parce que ça l'arrange, de toute façon, Saïd Bouteflika, d'être dans un régime qui est occulte. On a toujours dit qu'en Algérie, on n'a jamais eu un régime réel, on n'a jamais eu un pouvoir réel, on a eu un pouvoir occulte. Ça veut dire on ne sait pas qui dirige l'Algérie. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a des hommes d'affaires, il y a des décideurs, il y a des gens qui font partie de l'armée, d'autres qui font partie des services de sécurité, puis d'autres qui font partie de l'argent. Donc Saïd Bouteflika, ça ne l'intéresse pas finalement d'être au devant de la scène. Non, ce qui l'intéresse, c'est de faire partie parce qu'il c'est un acteur principal de ce régime occulte. Ça, c'est une évidence. Je ne vois pas Saïd Bouteflika partir vers des élections présidentielles. Il a voulu, il a essayé une fois avec l'idée de la création d'un parti politique à l'époque. On se souvient d'ailleurs avec le printemps arabe. Depuis, l'idée est partie. Depuis, certains de ses proches ont dit que finalement l'idée partie Saïd Bouteflika, ça l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est justement d'être dans ce régime qui est occulte, qui n'est pas réel, mais en même temps placer des pions avec lui, des cartes. Et dont le plus important maintenant, c'est le patronat. Merci Yassine Mahibahi. Merci. Mouradou Chichi, il nous reste environ 1 minute. Oui. C'est là l'a dit la dernière fois quand on lui a dit et qu'allez-vous faire maintenant que le prix du pétrole commence à baisser? Il leur a dit Ni'ma, c'est une bénédiction. Comme ça, nous allons pouvoir nous allons pouvoir montrer de quoi nous sommes capables. Votre avis sur la question en moins d'1 minute, si vous le pouvez. Merci. Pardon, je n'ai pas bien entendu. En tout cas, je suis d'accord avec, en partie, du moins avec les conclusions de l'ancien intervenant. Disons que oui, Saïd Bouteflika comme président de la République, c'est un scénario très improbable. Les successions dynastiques peuvent provoquer des émeutes, surtout avec tous les changements qui se passent à gauche et à droite, parce que, comme je l'avais toujours dit, la société algérienne, elle se montre d'une certaine indifférence, mais elle n'est pas si indifférente que cela. Donc, le scénario d'une succession mettant en avant pas un militaire, un jeune et un homme d'affaires pourrait être plus probable que le premier, à mon avis. Merci Mourad. On ne prendrait pas le risque d'une succession dynastique vu le contexte national et international. Donc, mettre un homme d'affaires, un jeune, pour démontrer que le pays fonctionne, pour démontrer que le pays est en économie de marché et les hommes d'affaires peuvent arriver au pouvoir, pour démontrer que ce n'est pas les services ou les officines qui dirigent. Le scénario est très probable. Merci Mourad Ouchichi, merci en espérant vous revoir bientôt. Et donc, en attendant de savoir si nous allons avoir un Bouteflika 2 ou un Haddad 1, je vous dis à demain. Salam alaikum, khawal khair.